Installation sportive, nouveau règlement intérieur, Madame Ayache. Bonsoir à tous. Donc, le règlement intérieur a été redéfini afin surtout de clarifier les obligations des associations, mais aussi de la municipalité. Ce règlement permettra à tous de vivre une vie associative, sportive, enrichissante et dynamique. Donc, je vous propose d'adopter ce règlement, de permettre à Monsieur le maire de la signer et bien entendu nous autoriser à la mise en application immédiate de ce règlement. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote? C'est adopté à l'unanimité. Madame Ayache, toujours installation sportive, convention de mise à disposition. Nous savons que la ville de Grigny a une vie associative riche. Donc, afin de leur permettre d'organiser, de développer et offrir le plus grand choix d'activités aux habitants de la commune, nous avons réactualisé les conventions de mise à disposition gratuite des installations afin de réaffirmer notre engagement aux associations. Nous vous proposons donc d'approuver ces nouvelles conventions et de permettre Monsieur le maire à signer les conventions avec les associations sportives concernées. Des questions? Madame Mégeri. Merci. Alors, une seule question et ensuite quelques réflexions. Comment cette convention a-t-elle été réalisée et les associations ont-elles été concertées dans la création de cette convention? Par ailleurs, nous avons plusieurs points de désaccord. Donc, article 2.1, les équipements sont fermés durant les vacances scolaires, ce que nous ne comprenons pas. De nombreux petits grignoreaux n'ont pas la chance de partir durant les vacances scolaires. Pourquoi les pénaliser encore davantage en les privant d'activités associatives pendant ces périodes? Les associations jouent un rôle prioritaire dans le tissage du lien social. Vous l'avez dit vous-même que nous avons une vie associative riche. Nous devons leur laisser la possibilité, si elles le souhaitent, ces associations, de poursuivre leurs activités pendant les vacances scolaires. Donc, un deuxième point de désaccord, c'est l'article 2.4 qui demande aux associations de modérer leurs stages sportifs. Pourtant, on sait que ces stages sont une opportunité non négligeable pour les associations de réaliser un travail de fond sur les jeunes. C'est un facteur de construction, d'apprentissage, de motivation et de valorisation des jeunes. Nous serions au contraire, en ce qui nous concerne, le collectif, pour une recherche de solutions pour encourager ces pratiques de stages sportifs et pas le contraire. Et enfin, l'article 5 qui prévoit la possibilité pour les services d'annuler des rencontres ou entraînements, notamment en cas de forte pluie, de neige, de gel, de vent violent, de pelouse grasse ou boueuse. Donc on l'entend, et c'est tout à fait normal. Nulle part nous ne voyons apparaître une possibilité d'annulation en cas de pic de pollution et nous souhaiterions que cela soit rajouté à la Convention. Merci. Je vais répondre tout de suite. Pour le pic de pollution, on le rajoutera. Là-dessus, c'était pas le propos là. Et la difficulté, pardon. Mme Ayache, vous complétez? Concernant l'article 2.1, par rapport aux vacances, il y a des dérogations. Je parle par exemple du judo club, il y a certaines vacances scolaires où c'est ouvert, où les adhérents peuvent participer. Ce n'est pas fermé. En tout cas, c'est un cadre qui est proposé dans cet article et non pas une obligation de fermer toute activité aux associations. D'un autre côté, on a un centre social qui met en place des activités aussi riches, ainsi que les stages sportifs organisés par la municipalité en complément, où les enfants, eux aussi, dans ces endroits-là, peuvent participer à des activités. Et les associations ont aussi des problèmes en termes d'encadrement pour certaines, je parle pour certaines associations, puisque la majeure partie des bénévoles qui encadrent les activités travaillent en journée et ne peuvent être présents que le soir. Donc en journée, c'est compliqué aussi, et c'est aussi en termes d'organisation et pour les associations et pour la municipalité qu'elles sont fermées à ce moment-là. Sauf si, bien entendu, une association a la possibilité d'encadrer la journée complète. Et le tennis, on fait partie, par exemple, puisqu'ils organisent des stages de tennis à la semaine et non pas que en week-end, comme stipulé dans l'article que vous avez pointé un peu plus tard. Il y a des stages de tennis qui sont organisés surtout en fin d'année. Je pense que je ne vous cache rien, vous le savez très bien. Donc voilà, c'est ce que j'avais ajouté par rapport à cet article. Il y avait un autre article. Voilà. Je voudrais juste rajouter que... Alors, il peut y avoir des complexités sur des gymnases où il faut qu'il y ait un gardien qui ouvre et qu'il faut qu'il y ait une surveillance.
et on ne peut pas laisser ouvert, bien évidemment. Mais par exemple, je suis très attaché, moi, à ce que le stade reste ouvert tous les jours. Et tous les jours, même les jours fériés. Et juste l'anecdote, et je n'en tire aucune gloire à cela, mais le jour de Noël, c'est moi qui suis allé ouvrir le stade. Parce que je pense que c'est important qu'on puisse laisser ouvert, même les jours fériés, les installations sportives. Pour deux raisons. Parce qu'il y en a qui ont envie ce jour-là d'y aller en famille, et donc il faut que ça soit ouvert. Et deuxièmement, parce que parfois c'est fermé, et il y a quand même des gens dedans. Donc ça m'ennuie, parce qu'ils se mettent en danger peut-être en basculant au-dessus de la barrière, et ils peuvent se blesser. Je préfère largement qu'on l'ouvre, qu'on le ferme le soir, parce qu'il y a aussi des gens qui habitent autour, et il faut qu'on puisse respecter les personnes qui vivent autour. Mais je crois que c'est important d'arriver à maintenir tous les jours le stade ouvert. C'était un engagement que j'avais pris là aussi à mon élection en disant c'est important et je maintiens que je travaillerai là-dessus. Et on le fait parce que là encore, tout le monde ne part pas en vacances. De la même manière que vous vous souvenez du débat sur la médiathèque fermée au mois d'août. Je me suis battu à l'époque quand j'étais dans l'opposition pour dire ça doit rester ouvert au mois d'août. Quand j'ai été élu maire, je l'ai ouvert au mois d'août parce que ça me paraissait important et tout le monde ne partait pas en vacances au mois d'août et qu'on a le droit à l'accès à la culture aussi au mois d'août. Là-dessus, je me suis battu. Avant, une fois que j'ai été élu, je n'ai pas changé de point de vue et je l'ai mis en place, ça me paraissait important. Donc là-dessus, il peut y avoir des complexités dans des gymnases où on ne peut pas ouvrir si facilement parce que parfois les associations, elles ne peuvent pas peut-être suivre, elles ont aussi des personnes qui partent en vacances, mais on essaye au mieux et sur un stade, il est ouvert tous les jours. Voilà, et ça c'est quelque chose auquel je tiens. C'est justement la raison pour laquelle nous vous demandions justement la possibilité d'ouvrir ces installations sportives pour les mêmes raisons que vous avez évoquées par rapport au stade. Ouais. Donc, parce que pour nous, mais il faut pas que ce soit pour les salles. C'est plus complexe, bien évidemment, mais n'oublions pas qu'on a quand même des enfants qui ne partent pas pendant les vacances scolaires. Il y a une majorité de personnes qui ne partent pas pendant les vacances scolaires, en tout cas les petites vacances. Donc, ça nous semblait être une double peine pour ces enfants qu'en plus ils ne puissent pas bénéficier des activités associatives pendant ces vacances. Maintenant, j'entends qu'il y a des dérogations. Nous, en tout cas pour la forme, on aurait préconisé en tout cas le système inverse, c'est-à-dire de laisser la possibilité de le faire, quitte à avoir des créneaux peut-être ouverts, peut-être des créneaux adaptés pendant les vacances en fonction des associations. Maintenant, voilà, on ne voudrait pas que ce soit imposé aux associations qu'on leur dise c'est fermé, quoi qu'il arrive, vous devez vous débrouiller. Par contre, dans le sens inverse, si vous dites que toute association qui souhaite maintenir ses activités pendant le gymnase, on peut trouver des solutions, alors dans ce cas-là, nous, on serait satisfait par ce genre de réponse. C'est pas si simple que ça, parce qu'il y a du personnel qui doit aussi ouvrir, fermer, etc. Voilà, moi je vous réponds pour le stade, c'était facile. Je suis allé ouvrir, ça coûtait rien à la collectivité, parce qu'évidemment, le jour de Noël, s'il faut aller faire ouvrir par un agent communal, c'est aussi un coût qui va en face. Voilà. Dans la mesure du possible, on essaie de le faire nous-mêmes, mais pour d'autres, c'est plus complexe. Voilà. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc, qui est pour? 23. Merci. Centre de loisirs sportifs municipaux, centre de découverte sportive et stages sportifs, règlement intérieur, modification. Madame Ayache. Donc, je vais y arriver. Le règlement intérieur a été modifié, surtout les articles 2 et les articles 6. L'article 2, c'est concernant les horaires d'accueil. On a souhaité s'aligner au périscolaire et permettre aux enfants qui sont au CDS de pouvoir être en garderie le soir pour que les parents puissent les chercher, ainsi que pendant les stages sportifs, leur permettre une garderie le matin. Pour l'article 6, en termes de facturation, ça concerne tout simplement les familles qui ont leur enfant malade. Ce n'était pas clarifié, donc ils ont 7 jours pour permettre fournir un certificat médical pour un remboursement. Voilà. C'était tout. Donc, il vous est proposé d'adopter ce nouveau règlement intérieur, de décider sa mise en application immédiate et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.
Point suivant, anniversaire des associations Grignerotte pour les 50 ans et les 100 ans, subvention exceptionnelle. Madame Ayache. Ah ben on reviendra en arrière après. Maintenant que j'ai annoncé le titre. Il a été, nous avons décidé de permettre aux associations fêtant leur anniversaire par multiple de 50, 100 ans, 150, de les encourager dans leur vie associative en leur octroyant une subvention exceptionnelle d'un montant de 500 €. Donc il vous est proposé d'adopter cette délibération pour tous les futurs anniversaires des associations qui contribuent justement à une vie enrichissante. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Les refus de vote, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, celle que j'ai ratée, c'est la mise en œuvre d'activités périscolaires dans les écoles primaires. Convention, Madame Ayache. Alors avant de commencer à vous présenter cette prochaine délibération, nous tenions à remercier les associations qui ont participé au PEDT. Elles ont travaillé en étroite collaboration avec nos services et nos animateurs, et certains ont étendu leur partenariat sur le temps scolaire. Et c'est pour cela que nous profitons de cette délibération pour leur dire merci. Donc nous vous proposons d'approuver et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions qui renforceront ce partenariat avec nos associations pour le bien-être de nos enfants au cours de cette prochaine année scolaire. Merci. Madame Méchery. Merci. Nous l'avons déjà dit, cela va dans le sens de ce que nous avions proposé, donc c'est logiquement que nous soutiendrons cette délibération. Nous aurions néanmoins 2 améliorations à vous soumettre, notamment liées à l'accompagnement possible des intervenants sur leur formation continue. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure à huis clos sur la formation des intervenants. Donc nous souhaiterions avoir des informations là-dessus, pas forcément ce soir, mais en tout cas prochainement, puisque visiblement vous avez un projet. La seconde proposition est la suivante. Soutenir un jeune qui serait repéré par l'intervenant en question pour ses qualités dans une activité en prenant en charge une partie de sa cotisation s'il souhaite s'inscrire dans l'association et si la famille n'en a pas les moyens. L'idée est de valoriser et d'aider tous les grignoros et d'encourager les plus méritants. L'idée, ce serait que si un enfant est repéré par l'intervenant, qu'il n'a pas les moyens, que sa famille n'a pas les moyens de le faire participer à l'activité en question dans le cadre associatif, que la commune puisse, d'une manière ou d'une autre, participer à la cotisation de cet enfant en question, cet enfant méritant. Merci. Je ne sais pas bien dans quelle mesure on peut se lancer là-dedans, parce que il y a sûrement des conditions de ressources à prendre en compte, c'est évident, mais en même temps, c'est peut-être aussi à partager avec l'association, parce que l'association peut aussi y tirer bénéfice, et c'est peut-être à elle de faire l'effort d'accompagner dans une réduction de la licence, j'en sais rien. Est-ce que c'est à la collectivité de le faire? Comme ça, ce soir, de but en blanc, je dirais, je ne suis pas convaincu. Voilà. Ça mérite une réflexion. Mais voilà, je n'ai pas d'a priori ni défavorable ni favorable, je suis dubitatif, tout simplement. Madame Méchery. Je reprends simplement l'une des délibérations, je ne me souviens plus exactement quand est-ce qu'on l'avait passée, c'était justement de soutenir les étudiants. Oui. Donc je ne comprends pas en quoi cette délibération, cette proposition est différente. Ce n'est pas non plus à nous de soutenir les étudiants, pourtant on le fait, et vous avez raison, et nous avons voté cette délibération, parce qu'on était complètement d'accord avec vous. Là, finalement, on va dans le sens de ce que vous aviez proposé pour les étudiants, sauf que ce sont pour les enfants, et je suis d'accord avec vous, et je souscris à votre préconisation éventuelle de demander aux associations de peut-être soustraire une partie de la cotisation. Mais je ne vois pas en quoi la collectivité, je ne vois pas en quoi ce serait différent que pour la délibération sur les étudiants. C'est différent dans le sens où il y a un nombre qui est bien plus conséquent de personnes dans le monde associatif et qu'il ne faudrait pas que ça fasse un appel d'air en disant, en gros, on réduit les cotisations dans les associations, ce qui pourrait être ennuyeux. Voilà. Donc, je ne vous dis pas oui ou non, je dis... Je n'ai pas le recul nécessaire et il faut voir ce qu'il en est. Autant sur les étudiants et par ailleurs ceux qui ont réussi leur bac avec mention, qu'on leur propose un poste au périscolaire, c'est des choses qu'on continue à faire. Autant là, voilà,
j'ai pas de point de vue, je reste dubitatif. Voilà. Non, pas fermé, ça s'étudie. Mais ça, voilà, vous avez remarqué que j'étais rarement dogmatique là-dessus. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Les refus de vote, c'est adopté à l'unanimité. Débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme et de l'habitat, PLUH, donc du Grand Lyon, avec l'extension de la commune de Quincieux. Donc je rappelle que la ville de Quincieux a rejoint la métropole de Lyon au 1er janvier de cette année. Et dans le cadre de son PLUH, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs PLUH. Il y a le PLUH du Grand Lyon et le PLUH de Grigny et de Givors et de Quincieux. À partir du moment où il y a une modification avec la commune de Quincieux, il convient que tout le monde donne son point de vue, et en particulier les communes du secteur. Donc je vais laisser la parole à Christophe Cocosa pour nous redire 2-3 éléments sur le défi métropolitain, le défi économique et le défi environnemental qui sont les axes cardinaux du PLUH du Grand Lyon. Le temps que la tactique se mette en œuvre. Pour commencer, peut-être que pendant que la technique démarre, sur... Ah, ça y est, ça arrive. Ce moment de repos et de calme nous est offert par le Grand Lyon. Ah. Grand Lyon métropole. Donc, pour commencer, quelques éléments de rappel sur le dernier planning cible de la PLUH, puisque le planning a été différé plusieurs fois depuis l'engagement de la révision générale, donc c'est bien de refaire un petit point pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc, on vous rappelle que la mise en révision date d'avril 2012. Il y a déjà eu un débat en conseil communautaire, comme l'évoquait Monsieur le maire, en juin 2013. Depuis, Quincieux a intégré la métropole de Lyon, enfin le Grand Lyon à l'origine et aujourd'hui la métropole. Il est donc nécessaire de reprendre ce débat sur le PADD, d'une part en conseil métropolitain, ce qui a été fait dernièrement, et aujourd'hui dans l'ensemble des communes. À partir de là, l'objectif serait de pouvoir aller vers un bilan de la concertation et un arrêt du projet sur fin 2016, qui permettrait d'engager ce qu'on appelle les consultations avec les PPA, donc c'est les personnes publiques associées, notamment les communes, une mise à l'enquête publique dans la perspective d'une approbation du document et de sa mise en application pour fin 2017. Donc, ce soir, l'objet du débat, qui est un débat sans vote, est de débattre au sein du conseil municipal, comme ça s'est fait en conseil de communauté, sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. Donc, c'est le projet qui définit à l'échelle de la métropole les grandes orientations d'aménagement qui vont être intégrées dans le PLUH, donc plan local d'urbanisme, et le H de l'habitat, puisqu'avec les dernières lois de réforme de l'urbanisme, l'ancien plan local de l'habitat est maintenant intégré dans le PLU. Donc dans les grands enjeux, en amont, donc, on vous rappelait juste pourquoi on revient, donc c'est ce que j'ai dit en amont, hein, depuis qu'Quincieux est arrivé, donc on refait ce qu'on a fait il y a 2 ans. Les orientations doivent être soumises conformément au Code de l'urbanisme et au Code général des collectivités territoriales à un débat dans les conseils municipaux et d'arrondissement sur l'ensemble du territoire, bien qu'il ait été fait en conseil métropolitain. Donc vous avez 4 grands défis qui ont été identifiés et qui structurent ce PADD. Le défi métropolitain, qui est de développer l'attractivité de l'agglomération pour construire une métropole responsable. Le défi économique, soutenir le dynamisme économique de l'agglomération pour assurer la création de richesses et d'emplois. Le défi de la solidarité, développer une agglomération accueillante, solidaire et équilibrée pour répondre aux besoins en logement de tous ses habitants. Le défi environnemental,
répondre aux enjeux environnementaux et améliorer le cadre de vie pour la santé et le bien-être des habitants. Donc je vais vous passer un tout petit peu plus en détail, même si ça reste assez synthétique, les 4 défis. Donc le premier, le défi métropolitain, qu'on peut décliner sur 5 objectifs. Favoriser l'économie d'excellence et la métropole des savoirs. Confronter l'offre commerciale, les grands équipements et l'hébergement touristique participant au rayonnement métropolitain. Faire rayonner l'agglomération à partir de grands projets urbains et économiques. Développer l'agglomération en synergie avec l'accessibilité métropolitaine et les réseaux d'information. Et enfin, développer un cadre de vie attractif en s'appuyant sur le patrimoine naturel et bâti remarquable. Le second défi, le défi économique, qui peut s'appuyer sur 6 objectifs. Garantir les capacités de développement et de renouvellement des zones d'activité économique dédiées. Favoriser le maintien et le développement des activités économiques diversifiées dans la ville. Favoriser la lisibilité et la visibilité de l'offre tertiaire. Organiser un développement commercial équilibré et durable. Accompagner et valoriser l'activité agricole et périurbaine. Et enfin, favoriser une plus grande densité, qualité et intégration environnementale des sites d'accueil économique. Notre troisième défi, le défi de la solidarité, lui aussi axé sur 6 éléments. Multiplier les leviers pour maintenir un haut niveau de production. Développer l'offre de logements à prix abordable selon un principe de mixité sociale. Améliorer la qualité du parc. Poursuivre les projets territoriaux de développement social urbain sur les sites classés en politique de la ville. Garantir l'accès au logement et à toutes les étapes de la vie. Organiser la gouvernance locale de la politique de l'habitat. On arrive donc à notre dernier défi, le défi environnemental, qui lui se structure sur 5 points. Aller vers une organisation urbaine et des mobilités plus économes d'espace et d'énergie, limitant les gaz à effet de serre. Développer l'agglomération en faisant projet avec la trame verte et bleue et en renforçant la présence de la nature en ville. Aménager un cadre de vie de qualité alliant valeurs patrimoniales, nouvelles formes urbaines et offres de services et d'équipements. Améliorer la prise en compte de la sécurité et de la santé dans l'organisation du développement urbain. Et enfin, promouvoir un développement urbain économe de ses ressources en eau et en matériaux et limitant la production de déchets. Voilà les axes qui sont proposés au PLUH dans une ambition de métropole qui se veut dans un monde qui est la mondialisation actuelle, dans un monde qui est ouvert et complexe, revient le temps des villes, comme il y a eu à la Renaissance le temps des villes et le temps des républiques, Gênes, Venise et autres Anvers. Revient ce temps-là avec le temps des métropoles, ce que Pierre Vels appelle l'économie d'archipel. Et toute l'ambition de la métropole lyonnaise est de prendre sa place dans ce monde-là. Et pour prendre cette place-là reconnue au même titre que d'autres métropoles comme Barcelone ou Berlin ou Paris, il nous faut trouver un équilibre entre la densification, bien évidemment, mais en même temps avoir évidemment de l'emploi sur place et une solidarité entre les uns et les autres de ces 59 villes qui composent la métropole. Et par ailleurs, que vous en parliez tout à l'heure, Mme Méchery, avec les pics de pollution, si on veut continuer à vivre dans cette métropole, il faudra bien trouver des solutions pour baisser les gaz à effet de serre et permettre ainsi aux habitants de vivre sereinement. Voilà. Donc tout le défi est là, et je dirais que en ce début de XXIe siècle se veut mondial, mais se veut aussi celui des villes, et je crois que la métropole lyonnaise devra prendre toute sa place et évidemment prendre une ampleur dans un monde européen aussi qui est important. Mme Méchery. Merci. Bon, en ce qui nous concerne, il n'y aura pas 3 heures de débat sur la question, parce que de toute façon, on a fait déjà savoir à maintes reprises que nous, on était
qu'on était en désaccord avec les orientations générales qui étaient prises, même si on voit tous ces défis, ça nous fait doucement en rire. Mais admettons, de toute façon, il n'est pas prévu de voter sur cette question-là ce soir, donc on voulait simplement redire notre désaccord par rapport aux orientations générales, et en particulier celle de l'urbanisation à outrance de la métropole lyonnaise, même si, bien évidemment, on entend tout ce que vous dites sur la mondialisation. On constate tous les jours que cette volonté de vouloir développer l'attractivité de l'agglomération, malheureusement, pour construire une métropole dite responsable, se fait principalement sur le dos des territoires extérieurs à l'agglomération lyonnaise. Et c'est principalement pour ces raisons-là que nous sommes en désaccord avec les orientations générales. Se fait sur le dos de ces territoires extérieurs à l'agglomération lyonnaise qui, eux, doivent se battre en permanence contre la disparition des emplois et des services publics au quotidien. Donc nous, on est en désaccord. Mais ce n'est pas la première fois qu'on le dit, on le redira, et voilà. Merci. Ok. Donc on prend acte qu'on a fait ce débat et que le défi est devant nous maintenant. Comment vivre ensemble dans ce monde complexe, bien évidemment. Point suivant, instruction des demandes d'autorisation de droit des sols, ADS, mise à disposition d'une plateforme mutualisée, pôle ADS. Donc quand nous sommes arrivés, le débat a été posé sur est-ce qu'on doit instruire nous-mêmes les permis de construire, pour faire simple, et autres déclarations de travaux en interne, ou est-ce qu'on mutualisait avec la métropole? Moi, je n'avais pas de point de vue et je l'avais dit à l'époque. Donc nous avons pris le temps d'y réfléchir, pris le temps de voir ce qui était le plus pertinent. Et au bout d'un an et demi, il nous est apparu opportun de travailler avec le projet de la métropole, qui est de dire que si nous mutualisons ce travail-là, ça va nous permettre aussi d'être peut-être plus réactifs d'un côté et d'un autre côté, d'avoir des dépenses qui sont moindres et avoir des charges qui sont moindres. Alors, là-dessus, je dirais qu'il n'y a pas de point de vue dogmatique non plus, puisqu'il y a autant des villes comme Givors qui sont au pôle ADS, qu'il y a des villes comme Irigny qui le sont aussi. Donc voilà, il y a de toute sensibilité politique. C'est un choix à faire. On fait ce choix-là aujourd'hui et on avancera de ce côté-là. Ça n'enlève rien du tout au choix stratégique du PLUH qui seront mis en œuvre. C'est toujours le conseil municipal qui abordera ce PLUH, même s'il est voté par la métropole. C'est un travail qui sera fait en concertation avec la métropole. Simplement, l'instruction des dossiers se fera par le biais de la métropole. C'est le choix que nous avons fait et je vous demande de l'accepter. Est-ce que vous avez des questions? Non? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous abstenez? Merci. C'est donc adopté à l'unanimité, moins une abstention. Commission communale d'accessibilité, élargissement. Nous avons mis en place une commission d'accessibilité. Elle était composée comme elle vous est présentée. Nous avons rajouté un certain nombre d'associations à cela qui sont reconnues comme ayant un point de vue pertinent sur les mises aux normes handicap. Donc voilà, la modification passe en cela et donc vous avez la composition sous les yeux. Je ne vais pas la détailler plus que ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous rappelle que nous avons un très gros retard dans la mise aux normes handicap. Je parle sous l'autorité de Christophe Cocosa, notre directeur des services techniques. On a plus de 50 ERP, établissements recevant du public, et tout cela devait être mis aux normes pour le 1er janvier 2015, je le rappelle, et sur les plus de 50, je crois qu'on en a 3 aux normes aujourd'hui, si ma mémoire est bonne. On voit le travail qui nous reste à faire d'ici 2020, c'est conséquent. Mais là encore, je crois que c'est aussi quelque chose qui est une obligation pour nous, non pas une obligation légale, mais une obligation morale aussi, de mettre aux normes ces bâtiments pour qu'on puisse accueillir les gens dignement. Donc voilà, la commission d'accessibilité. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote?
C'est adopté à l'unanimité. Mise en accessibilité, gymnase Michel Favier. Monsieur Leroy, marché de travaux. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre des marchés de travaux relatifs à la mise en accessibilité du gymnase Favier, et considérant que les entreprises Samaco et Prieur ne sont pas responsables du retard des travaux, il est proposé au conseil municipal de décider d'exonérer les dites entreprises des pénalités de retard normalement applicables et d'autoriser Monsieur le maire à accomplir toute formalité en ce sens. Les montants de pénalités de retard sont de 134,84 € hors taxe pour la société Samaco et de 28,58 € hors taxe pour la société Prieur. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote. C'est adopté à l'unanimité. Réhabilitation énergétique, extension et restructuration de l'école élémentaire Joliot-Curie et de l'annexe de l'école maternelle Joliot-Curie. Donc, dans le cadre des travaux de réhabilitation des écoles primaires et maternelles, nous avons un gros travail à faire, je le disais il y a un instant. Dans le cadre de l'école Joliot-Curie, nous comptons mettre en œuvre la double rénovation, la rénovation évidemment mise aux normes handicap, mais en même temps une rénovation énergétique, puisque là aussi il y a un défi pour les bâtiments communaux à les mettre aux normes énergétiques rapidement. Donc grâce à la SPL OSE, qui est une société d'économie mixte régionale dont nous sommes actionnaires et adhérents, nous pourrions proposer un projet qui est pertinent sur une réhabilitation mise aux normes handicap et agrandissement de l'école, qui permettrait de répondre non seulement aux défis énergétiques, mais en même temps aussi aux défis du nombre d'élèves qui augmente sur la commune, et permettre ainsi d'avoir quelques classes supplémentaires à terme dans un bâtiment aux normes et moins énergivore. Ça me paraît intéressant. Voilà. Et à terme, il y aurait la cantine sur place, me souffle Maxime Montet, bien évidemment. Voilà, puisque l'objectif, c'est aussi de limiter les déplacements. Donc voilà, je vous demande de m'accorder l'autorisation de signer avec la SPL OSE ce projet de réhabilitation, et qui permettra de travailler dans les, on va dire dans les années qui viennent à ce travail, travailler à ce projet, qui est conséquent. Est-ce que j'ai tout dit, M. Cocosa? Et la SPL nous suit sur ce projet-là. Le conseil d'administration a dit hier qu'il était d'accord. Voilà. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote. C'est adopté à l'unanimité. Agence régionale de santé, qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Madame Langlois. Bonsoir. Alors, en application de la loi sur l'eau, l'Agence régionale de la santé a fait parvenir le rapport annuel 2014 de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. En quelques mots, entre janvier 2012 et février 2015, le Grand Lyon a confié cette mission de gestion et de distribution à la SE2G. L'ARS est chargée du contrôle de l'eau potable. En 2014, ils ont réalisé pas moins de 65 prélèvements, soit environ 3200 mesures. L'eau distribuée au cours de cette année présente une très bonne qualité bactériologique et conforme aux limites de qualité réglementaires. Le rapport 2014 est consultable sur le site de la mairie de Grigny. Il est également consultable au service environnement, et les habitants reçoivent avec leur facture la petite fiche explicative de la qualité des eaux. Donc, il est demandé au conseil municipal de prendre acte de ce dit rapport. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? L'agence régionale de santé ici, c'est la même que tout à l'heure, qui parlait de la difficulté de la gestion du centre de santé de Grigny. Il y avait une question orale. Je n'ai pas pris le temps de le dire au début, puisqu'on a démarré sur les chapeaux de roue
sur la suspension du conseil municipal, le collectif avec Mme Mégerie proposait une question orale sur les migrants et je vais vous laisser la parole, Mme Mégerie. Merci. Ces derniers mois, l'Europe voit arriver à ses frontières de nombreux réfugiés poussés par des crises politiques, militaires, économiques et climatiques. Il est du devoir de tout être humain, de porter assistance à ses semblables et il n'est pas acceptable que ceux qui sont en capacité d'aider ne prennent pas leur part. C'est d'ailleurs cette prise de conscience individuelle qui pousse des familles françaises à se mobiliser à travers des plateformes collaboratives pour proposer des hébergements aux familles de réfugiés en détresse. Tous les ans, notre collectivité rend hommage aux victimes des tragédies de notre histoire et se fait un devoir d'assurer la transmission du souvenir auprès des jeunes. Au-delà de la commémoration, nécessaire évidemment, tel que vous le faites chaque année, les questions en filigrane sont les suivantes. Que peut-on faire pour ces victimes actuelles? N'écrivons-nous pas actuellement nous-mêmes notre histoire actuellement? Et de quel côté souhaitons-nous être? L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux et nous devons, pour des questions simplement humaines, porter assistance. C'est pourquoi le collectif souhaite que notre commune se déclare territoire refuge pour participer, dans la mesure de ses moyens, à l'accueil des populations réfugiées, et ce, quelles que soient les origines ou les religions de ces victimes. Merci. La question est complexe, je ne vous le cache pas. Lors de la commémoration de la libération de Grigny, j'ai dit, je le redis, je signe, chaque génération a ses obligations. Et nos obligations aujourd'hui, elles sont fortes vis-à-vis de ces populations et de migrants, qu'on appelle migrants, qui sont avant tout des gens du Moyen-Orient, qui fuient un régime barbare, pour le moins, de Daesh, ou syrien, parce qu'on ne peut pas dire que Bachar el-Assad fasse bien mieux de son côté. La question, c'est, et j'avais fait à ce moment-là le parallèle en disant que cette Seconde Guerre mondiale avait été le fruit de deux formes de mort. La mort de la guerre mondiale, des victimes de guerre, des résistants, des armées, et de l'autre côté une solution finale qui était portée par la barbarie nazie. Mais à un moment, où en sommes-nous de notre histoire? C'est la question aussi que vous posez. Et si je refais le parallèle avec ces années sombres, sommes-nous en 35? Sommes-nous en 38 ou sommes-nous en 40 aujourd'hui avec tous ces réfugiés qui arrivent ici? Parce que finalement, en 35, il y avait aussi des gens qui fuyaient l'Allemagne nazie, les Juifs, et qui étaient accueillis dans les diasporas des pays environnants, à Paris en particulier. Et là-dessus, la famille Cohn-Bendit le dit très bien. Nous étions accueillis par des Juifs allemands en France parce que nous étions obligés de fuir l'Allemagne. Là-dessus, il y a eu une suite. Il y a des peuples qui se sont mobilisés, il y a des États qui se sont mobilisés, et on a débouché sur la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il y a le problème des migrants, mais il y a aussi le problème de la géopolitique. Et on ne pourra pas prendre l'un sans prendre l'autre. Aujourd'hui, il faut que nos États, l'ONU, le Conseil de sécurité, se positionnent sur qu'est-ce qu'on fait là-bas. On ne pourra pas se contenter simplement de dire on fait des frappes aériennes sans aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, on a des réfugiés qui viennent, mais on a aussi des personnes qui restent là-bas et qui souffrent. On a vu beaucoup d'hommes qui viennent chez nous pour essayer d'apporter un chemin pour leur famille, mais en même temps, il y a aussi là-bas des gens qui souffrent et qu'on ne pourra pas les laisser souffrir pendant longtemps. Donc il faut là encore que l'ONU se positionne. À quoi sert l'ONU aujourd'hui si quand un État illégitime, qui est Daesh, se permet d'envahir une partie de la Syrie, une partie de l'Irak, et demain une partie peut-être de la Turquie, etc. Là encore, ce n'est pas nous qui aurons la réponse. C'est une réponse politique et géopolitique. Et là, on ne doit pas fuir nos responsabilités. Et c'est là que je disais l'autre jour, notre génération a ses responsabilités à prendre.
Parce qu'on ne peut pas laisser massacrer des gens, on ne peut pas laisser revenir l'esclavage, comme c'est le cas. La vente de femmes, la vente d'enfants revient sur Terre. Est-ce que c'est acceptable? Pour moi, non. Mais on ne pourra pas simplement solutionner ce problème sans aller se mobiliser. En 1944, en 1942, en 1943, il y a des gens qui sont mobilisés. Ils étaient russes, ils étaient américains, ils étaient canadiens, ils étaient sénégalais, ils étaient algériens, ils étaient marocains. Ils se sont mobilisés pour libérer l'Europe. Et nous, maintenant, on fait quoi? Il faudra que nous bougions. Il faudra que les pays arabes y bougent. Parce que là aussi, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite, il y a des pays comme le Qatar, comme les Émirats Arabes Unis, mais aussi comme l'Iran, qui ont leur part à prendre de responsabilité dans ce dossier-là. On a tous notre part, on ne peut laisser remonter un régime pas mieux que le nazisme sur Terre aujourd'hui. Alors oui, vous me posez une question plus simple. Qu'est-ce qu'on fait pour Grigny? Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces réfugiés qui arrivent? Je n'ai pas de bonne réponse. Aucune bonne réponse. Pour une simple raison, c'est que c'est complexe et que je n'ai pas la réponse, moi, à cette complexité. Angela Merkel a dit « j'accueille ». Mais elle n'a pas pu accueillir longtemps, parce qu'il fallait suivre derrière. La Croatie, il y a 2 jours, a dit « j'ouvre mes frontières parce qu'on a fermé la Hongrie ». Et la Croatie, ce soir, a dit « on ferme nos frontières ». C'est compliqué, on n'a pas de bonne réponse. Je sais une chose, c'est que je n'ai pas, moi, la réponse personnelle pour la ville de Grigny. Parce que ce n'est pas mon métier de pouvoir accueillir dans de bonnes conditions. Je ne peux pas répondre au défi du ministre de l'Intérieur qui dit « je vous donne 1 000 € et vous vous débrouillez ». Ce n'est pas sérieux. Et donc, le Haut Commissariat aux réfugiés. Moi, si demain le Haut Commissariat aux réfugiés me demande des logements sur Grigny, on peut accompagner. Mais je ne sais pas faire mieux que ça. Je ne sais pas, moi, accueillir quelqu'un qui a des difficultés avec le français parce que ce n'est pas sa langue maternelle. Comment? Est-ce que c'est à moi de former? Est-ce que c'est à moi? La municipalité de Grigny, la ville de Grigny n'a pas les compétences là-dessus. Par exemple, moi, je veux bien accompagner les gens qui sont compétents. Mais surtout, l'État doit accompagner. Parce que la réponse, elle est étatique et elle est européenne aussi. Il faut que les uns et les autres puissent porter ce projet-là. Et je vais faire 1 minute de politique. Vraiment 1 minute de politique. C'est trop facile de la part de l'État français de dire aux communes « venez, je vous réunis tous, et ceux qui veulent prendre des migrants, je vous donnerai 1 000 €. » C'est pas digne, c'est pas sérieux. Je crois qu'à un moment, la dignité, c'est de dire comment l'État peut accompagner. Moi, je n'ai pas d'appartement à mettre à disposition. Il y a un contingent pour préfecture, c'est le leur, c'est pas le mien. Il y a des logements sociaux, c'est pas moi qui les gère. Il y a des bailleurs. Il faut évidemment trouver une solution humaine. Moi, ville de Grigny, je ne l'ai pas. Je suis prêt à discuter, je suis prêt à avancer, je suis prêt à entendre des solutions, mais moi, je ne sais pas accompagner. J'ai montré tout à l'heure humblement mon incapacité à gérer du recrutement de médecins. Ce n'est pas notre métier, on a vu que c'était compliqué. Accueillir des réfugiés, où je les mets, où je les accueille, et en faire une publicité derrière, la réponse c'est non. Alors si demain, il y a une vraie réponse, si demain l'État français me dit est-ce que vous pouvez mettre à disposition des logements et que je peux avoir un contingent préfecture pour ça, on fera. Mais me dire prenez 1 réfugié, 2 réfugiés et débrouillez-vous, moi humblement, je ne sais pas faire. Et ma difficulté, elle est là. Donc je suis prêt à accompagner, à aider, mais de là à me donner la responsabilité, on ne peut être responsable que sur quelque chose qu'on sait faire. Et là, moi je ne sais pas faire. Humblement, hein, peut-être que d'autres maires savent le faire, hein, et c'est pour ça qu'ils ont su répondre à la demande. Mais si c'est pour prendre et dire, regardez, j'ai fait ma part, non, enfin, l'humain, c'est pas ça.
C'est sûrement pas une communication politique, c'est sûrement pas une communication que l'on peut faire là-dessus. Si demain il y a nécessité, la ville de Grigny a toujours répondu à la nécessité et le fera, mais dans de bonnes conditions, pas de manière cavalière bien évidemment, et dans des conditions qui soient dignes pour les personnes qu'on accueille. Parce que là aussi c'est important et il faut qu'on accueille. Mais je reviens au point de départ, accueillir pour combien de temps? On ne pourra pas accueillir pour des années et des années si on ne solutionne pas le problème là-bas et si on continue à laisser des gens mourir là-bas sans... Alors peut-être par solution de facilité, peut-être parce qu'on est peut-être dans une grande capacité à plus mourir, nous occidentaux. C'est plus facile de se voiler la face en disant là-bas il y a des gens qui meurent. Bachar el-Assad, je crois que c'est 240 000 morts en 2 ans. Daesh, c'est moins, mais c'est l'esclavage qui avance. Voilà, moi j'ai pas de bonne réponse, mais je sais qu'une chose, c'est que les gens qui arrivent sont plutôt dans la souffrance et que l'Europe doit trouver une solution, bien évidemment, temporaire, non pas parce que je ne veux pas accueillir, mais simplement parce que j'ai pas de réponse au flux. Et je crois que quand je dis moi, j'ai pas de réponse, l'État français n'en a pas plus, la Hongrie n'en avait pas, l'Allemagne n'en a pas, et la Croatie l'a plus. Donc voilà, combien de flux migratoires avons-nous qui allons arriver je ne sais pas, mais des flux migratoires de ce niveau-là, on en a vu rarement dans l'histoire, et c'est loin d'être... La capacité d'accueil de la France aujourd'hui, je crois que c'est 25 000 immigrés par an qui rentrent, 24 000, 25 000. Là, on est sur des chiffres qui vont être conséquents. Et après, il faut faire vivre les gens ensemble. Comment allons-nous faire dans de bonnes conditions, humainement et en termes de solidarité? Voilà, donc je n'en ferai aucune communication personnelle sur accueillir. Écoutons. Et si on a des solutions à trouver, on les trouvera dignement et de manière totalement raisonnable. Mme Mejri. Alors j'ai entendu ce que vous avez dit, notamment sur la question géopolitique, et ça tombe bien, c'était pas du tout là-dessus que je comptais faire la moindre proposition ce soir. Et bien évidemment, le problème aujourd'hui des victimes sur ce territoire-là, on ne va pas en parler ce soir parce que de toute façon, ça ne concerne pas le territoire Grignerot et que nous, on n'a pas les solutions. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas du tout parlé du conflit et des questions et des solutions géopolitiques qu'on pouvait apporter. Simplement, pour rappeler quelque chose, parce que vous avez évoqué à un moment le fait que les autres pays, et notamment les pays arabes, devaient avoir leur lot, etc. Je voudrais simplement rappeler un chiffre, c'est que l'Europe, c'est simplement 8% des réfugiés dans le monde entier. D'accord ? Et les pays qui sont les plus généreux et qui accueillent le plus, c'est le Pakistan, la Jordanie, l'Éthiopie, pour ne citer que. D'accord ? Donc, se dire qu'ils arrivent tous chez nous, etc., non, ce n'est pas ce que vous avez dit, mais je me sers un petit peu simplement de ce que vous avez dit pour rebondir un petit peu sur la question. Il faut quand même rappeler les choses et remettre les choses dans leur contexte. Nous, ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est que, et vous l'avez dit vous-même, on ne peut pas dire... aujourd'hui, il y a une situation qui est dramatique, parce qu'elle est dramatique, cette situation. Aujourd'hui, nous, dans le collectif, mais on n'est pas les seuls, et on ne fera aucune récupération politique là-dessus. Mais à un moment, on est des humains, on a des yeux, et j'ose espérer des yeux qui sont connectés à notre cerveau et à notre cœur, en ce qui nous concerne, et c'est la raison pour laquelle, ce soir, je voulais vraiment qu'on parle de ce point-là, pas pour régler quelque chose qui ne concerne pas le territoire Grignerot, mais de se dire que demain, s'il nous arrivait la même chose chez nous, et ça peut nous arriver, et on sait pertinemment que ça peut nous arriver, d'accord ? Il ne faut pas qu'on soit dans l'abstrait et se dire que si demain ça nous arrive, eh ben moi j'espère, personnellement, j'espère qu'on ne nous fera pas ce genre de réponse en nous disant bah, j'attends que les autres un petit peu prennent leur lot, etc. Mais il faut se rendre compte de la situation. Il faut se rendre compte de la situation là-bas, des gens qui meurent, des gens qui sont entassés dans des camps de fortune. C'est dramatique ce qui se passe. Nous, ici, ce qu'on demande, ce n'est pas de régler et de dire ce que j'ai entendu. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais ce n'est pas ce qu'on demande. Ce n'est pas du tout ce qu'on demande. Ce n'est pas votre propos. Et je ne parlais pas de vous, en l'occurrence. Ce n'est pas votre propos, ce n'est pas le mien non plus.
Mais il y a des solutions à trouver, il y a des solutions au niveau de l'Europe, il y a des solutions au niveau de l'ONU, vous l'avez dit, vous avez tout à fait raison, il y a des solutions géopolitiques sur le territoire. Maintenant, il y a des solutions locales qui sont possibles. On ne peut pas continuer à se renvoyer la balle. L'État, en dehors de toute considération partisane, l'État va dire oui, prenez votre... Parce qu'on est tous responsables. On n'est pas responsable en tant que personne de droite, en tant que personne de gauche. On est tous responsables parce qu'on est humain et parce que demain, ça peut nous arriver à nous aussi. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, moi, c'est quelque chose... c'est pas personnel, c'est en tant qu'humain. Tout simplement, en tant qu'humain, se faire cette proposition de se déclarer comme territoire refuge, en dehors également de toute origine ou religion, et de se dire que, en tant qu'humain, c'est pas pour toujours, mais d'accueillir ces personnes-là qui sont victimes. Ce ne sont pas des personnes qui viennent profiter de notre système, ce sont des personnes qui sont victimes. Ce sont des personnes qui sont victimes, qui sont dans la détresse totale. Ce ne sont pas des réfugiés économiques, ce sont des personnes qui sont dans la détresse totale, qui fuient un pays dans lequel ce sont des victimes. Et moi, je dis, aujourd'hui, nous, en tant que territoire local, qu'est-ce qu'on est en mesure, dans la mesure de nos moyens, bien évidemment, et ça fait partie de mon propos, dans la mesure de nos moyens, qu'est-ce que nous, on peut proposer, aussi infime soit-il, mais ne pas dire, attendons de voir ce que font les autres, attendons de voir ce que va faire l'État, de ce que va faire l'ONU, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Voilà, je vous remercie. Et c'était mon propos, et j'ai bien fait la différence entre l'immigration économique et les réfugiés aujourd'hui qui existent à nos portes et qu'il faut trouver une solution humaine, je le maintiens. Et il y a de la part de l'État peut-être des solutions à apporter. Il y a des contingents préfecture pour accueillir, mais par ailleurs, on ne peut pas simplement trouver une solution simple, nous, en tant que collectivité, mais je crois que chacun doit prendre sa part. Je l'ai dit la dernière fois à la libération de Grigny, je l'ai dit bien avant aussi, chaque génération a ses responsabilités. Celle-ci est un défi pour notre génération et notre génération doit aujourd'hui réagir à cela. Il y a un défi, mais en même temps, le défi il est là-bas, il est ici aussi dans l'accueil. Et dans la mesure du possible, Grigny prendra sa part dans ce que l'on sait faire. Voilà. Merci. Avant les actes de gestion, je vous redonne la parole, Madame Mejri, parce que vous me l'aviez demandé, donc je vous la redonne. Encore, oui, comme vous dites. Enfin, pas vous, monsieur le maire, mais j'ai cru avoir entendu encore. Alors malheureusement, je ne sais pas si c'est pour vous, si c'est pour moi, c'est certainement la dernière fois que vous m'entendrez. Parce que c'est avec un immense regret que je dois annoncer mon retrait du conseil municipal. Pour des raisons professionnelles essentiellement, je vais être dans l'impossibilité de m'investir autant que je ne le souhaiterais ces prochains mois. Nous disposons en interne de ressources dont la disponibilité est aujourd'hui à la hauteur de la confiance que les Grigneros nous ont octroyée en mars 2014. La population mérite que chaque dossier, chaque délibération, chaque projet engage un véritable investissement de notre part. C'est ce que j'ai fait, en tout cas ce que j'ai essayé de faire au mieux durant ces 1 an et demi de mandat. Je tiens à remercier particulièrement les presque 18% de Grigneros qui, au premier tour, nous ont fait confiance pour cette toute jeune liste que nous avons portée. Je souhaitais remercier les membres de mon groupe de citoyens qui ont su se défaire des effets parfois contre-productifs de certains appareils politiques. Je voulais particulièrement remercier du coup ce soir Roger, Jérôme, Alain, Catherine, François, Jésira, Michel, Kader et Amar, notamment, qui n'ont jamais plié sous la pression. Je remercie également le conseil municipal actuel, dans sa globalité, pour m'avoir permis d'exprimer mes idées, même si parfois j'ai fait durer un peu le conseil municipal un peu plus tard, et je m'en excuse, mais au moins on a essayé de porter des idées. Je souhaitais rendre hommage à tous les conseillers municipaux de France qui œuvrent chaque jour pour leur commune et dont l'engagement est la plupart du temps bénévole. Enfin, je terminerai en vous disant au revoir et non adieu, car je poursuis mon engagement aux côtés du collectif pour cette ville que j'aime tant. C'est désormais le très expérimenté Roger Fréty qui devrait représenter le collectif. Je vous dis donc à très bientôt et non adieu. Merci. C'est mieux qu'une lettre de démission, d'avoir un petit peu de temps, je pense que c'est plus pertinent, bien évidemment. Pour clôturer le conseil municipal,
Il y a eu un certain nombre de DIA. Une a fait l'objet de préemption et qui concerne la parcelle AO 398. Et les 17 autres n'ont fait l'objet d'aucune préemption. Dans les actes de gestion, nous accueillons dans les semaines qui viennent, où on a déjà accueilli Émilie Perret, qui est la nouvelle directrice du service Petite Enfance, là aussi où on a eu des démissions et on a recruté une nouvelle personne, et Monsieur Julien Montet comme nouveau directeur du dialogue et de la concertation. Vous voyez, on avait aussi eu un départ, quelqu'un qui avait eu une promotion par ailleurs et qui nous avait quittés. Donc 2 recrutements qui sont faits. Ensuite, on a créé une régie de recettes, c'était ma décision du 2 juin 2015, et pour la culture, et ensuite pour l'achat de photos, pour la vente de photos. Nous avons fait une régie de recettes d'activités de séjour pédagogique, modification par un certain nombre de projets. Et nous avons modifié quelques tarifs municipaux, comme la prestation réalisée pour des entreprises mandatées et pilotées pour les services techniques pour le compte de tiers ou le contrôle d'accès des bâtiments. Une régie de recettes aussi pour l'encaissement de loyers et les charges locatives, et une régie de recettes pour l'encaissement de loyers et les cautions dans ce cas-là. J'ai signé une dizaine de marchés dont la liste sera annexée au compte-rendu du conseil municipal. Dans les autres points importants, nous avons inauguré le nouvel Intermarché. C'était lundi. Je veux rendre hommage à son directeur, Christophe Dejob, qui a porté le projet. Et je vous invite à aller visiter et faire vos courses là-bas, bien évidemment, plutôt que dans des supermarchés d'autres communes. Faisons un peu de publicité à M. Dejob. Non, M. Dejob et le directeur, Christophe Dejob, a porté un vrai projet. Il a profité, je dirais, du départ de Bricomarché, quand d'autres auraient pu se dire tant mieux, je reprends juste le rayon bricolage. Il en a profité pour rebondir et agrandir le supermarché et en faire quelque chose de pertinent. Et j'ai dit l'autre soir, il y a un vrai esprit d'entrepreneur derrière qui a permis de faire avancer cela, et il a mis un gros investissement, mais je vais être vulgaire 2 minutes, ça a de la gueule quand même, et je vous invite à y aller. Il y a eu le forum des associations qui était porté par l'OMS et les services des sports, qui a eu un franc succès. On avait cette année regroupé avec les remises des sportifs méritants, et c'était un pari qu'on a fait. Et le pari qui a marché, puisque les choses ont été dynamiques finalement, aussi bien pour les sportifs méritants que pour le forum des associations. Donc c'est quelque chose qui sera renouvelé l'an prochain. J'en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir, les réunions de dialogue et de concertation qui ont eu lieu pour Fabien Roussel, Centre-Ville, Floriget, et le 26 septembre pour la rue Pierre-Sémard. Et nous avons pu nous divertir aussi par une soirée fitness organisée par la municipalité avec, je crois, les Vigilantes, si ma mémoire est bonne. Et c'était le 11 septembre. Et là encore, il y avait plus de monde cette fois-ci que la dernière fois. Donc, preuve que quand on fait des choses de qualité à Grigny, que ça soit culturel ou sportif, les gens se mobilisent. Et ça, c'est important. Voilà pour les actes de gestion. C'était un peu long. Je m'en excuse. Et je vous souhaite une bonne soirée aux uns et aux autres. Demain, les journées du patrimoine, oui, pardon. J'ai oublié. Mais ce n'est pas les actes de gestion d'avant, c'est ceux d'après. Donc demain, journée du patrimoine. Bonne soirée.